Alors là, tu me lances sur des sujets où il faudra que tu coupes des fois ce que je vais dire là par contre. Le deuxième métal lourd que je retrouve le plus après l'aluminium chez les gens. On en retrouve dans toutes les céramiques, dans les piles, dans plein de cosmétiques. C'est un métal lourd dont on parle peu, mais il est dans beaucoup d'additifs alimentaires aussi. Donc méfiez-vous de lui. Alors là, tu me mets dans l'embarras parce que je dis ce que je pense en plus, donc je vais pas me taire. Ils vont sélectionner 3 à 5 produits de leur gamme, puis ils vont dire quel est le meilleur. Mais si les 5 sont mauvais, ils vont te dire comme le meilleur des 5. Et du coup, le consommateur va voir le petit truc rouge là, élu produit de l'année, élu produit je sais pas quoi, et ils vont dire ah c'est mieux que les autres. Et on sait qu'ils vendent 20% de plus ce type de produit. On a parlé tout à l'heure de la dosette en café qu'on chauffe en alu, ça c'est pas bon. Là, on peut prendre un tissu plutôt. Je sais que ça va faire peur un peu aux gens qui nous écoutent, tout ce que je dis, on dit oh là là, c'est compliqué, moi je mange plus. Mais non, mais tout ce qu'on dit là peut être transformé en ultra positif. Les substances nocives dans nos aliments. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ce qui est invisible et ce que l'on ne vous dit pas. Additifs, pesticides, résidus chimiques, perturbateurs endocriniens. Et ces substances, souvent méconnues, peuvent avoir des effets néfastes sur notre bien-être à long terme. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Kevin, naturopathe et directeur d'une école de naturopathie depuis 15 ans. Bienvenue Kevin, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Gwen, très content d'être avec toi. Super. Alors, on va commencer avec la première question. Quel est le lien avec la naturopathie et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux contenants toxiques? Donc, la naturopathie, comme tu le sais, et probablement ceux qui nous écoutent, peut-être, c'est un métier fabuleux dans le sens où on prend la personne de manière globale. Et ça m'a toujours plu puisqu'il n'y a pas de recette prédéfinie. Et pour 2 mots, similaires à 1 heure d'intervalle, on recommence de zéro à investiguer quelle est l'origine de la problématique de la personne. Et moi, ce qui m'embête malgré tout, avec ce fabuleux métier, c'est qu'il y a des personnes qui me disaient tout le temps: «Ah mais moi je fais ce qu'il faut, je mange bien, j'achète des bons produits, et puis, je fais ça depuis des années, je suis sportif». Alors tu sais, souvent les gens réduisent: «Je suis sportif et je mange bien, donc tout va bien». Voilà, et puis il y en a qui sont un peu plus ouverts, qui disent: «Bah puis je sais gérer mon stress», parce qu'on sait que le stress, c'est pas bon à la santé non plus au quotidien. Malgré tout, voilà, j'ai eu un cancer, donc ça sert à rien en fait de prendre soin de soi. Il y en a qui se font plaisir à manger n'importe quoi, qui font pas de sport et qui tombent malades, pas forcément plus que ceux qui font des efforts avec des espèces de contraintes. Alors je me suis dit: «Mais c'est quoi ce bazar?» Parce que c'est pas complètement faux. Il y en a qui font des tas d'efforts et qui sont malades et d'autres qui en font pas et qui ne le sont pas. Et c'est là où je me suis dit: «Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qu'on ne voit pas, les invisibles, des invisibles, qui pourraient impacter notre état de santé?» Et c'est là où je me suis intéressé progressivement à des choses qu'on voit moins. Qu'est-ce qu'on respire au quotidien dans son lit? Qu'est-ce qu'on met sur sa peau? Ça, tu es une grande spécialiste de tout ça aussi. Sur quoi on marche? Avec quoi j'ai lavé mon sol? Mais aussi dans quel contenant j'ai acheté, cuit ou stocké mes produits? Et là, on découvre un monde souvent inconnu par, les personnes autour de nous, disons, qui fait que ça peut avoir une réelle influence sur notre état de santé et une influence pas positive. Oui, c'est vrai qu'il y a les particules des meubles. Si les peintures viennent d'être faites, on va les inhaler, ça va aller dans le foie. Enfin, mais qu'est-ce qui t'a le plus choqué, toi, quand tu as investigué comme ça? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ah, ce qui m'a surpris tu veux dire dans les substances autour de nous qui influent sur notre santé, c'est ça? Surtout sur l'alimentation, parce que du coup, toi, tu as commencé à faire tes recherches, mais on est au Ouais, contact plus d'aliments, les contenants, tout ça. c'est ça, et donc ce qui m'a le plus surpris, c'est que le cadre légal à ce niveau-là reste flou. Il y a des choses qui sont obligatoires d'être nommées pour le consommateur, par exemple les additifs, mais au-delà des additifs, il y a ce qu'on appelle les néoproduits dangereux, de fabrication, qui ne sont pas dans une obligation légale d'être notés sur le produit. Un exemple, tu vois, tu fais des madeleines industrielles, il y a de la vaseline pour décoller la madeleine. La vaseline, ça n'a rien à faire dans ton organisme, c'est un dérivé de pétrole. Ils s'embêtent pas à mettre de l'huile, du beurre, ou des bonnes choses. Pour nettoyer les produits, par exemple les ustensiles en inox de bacs gastro quand tu sers des olives dans les magasins et cetera, pour ne pas citer de marque, eh bien, il y a un petit taux d'eau de javel obligatoire chez ces industriels pour être sûr d'avoir bien lavé les produits, pour nettoyer, les bacs par exemple et cetera. Toutes ces choses-là ne sont pas obligatoires
dans ce qu'on appelle les produits de transformation ou produits de nettoyage. Ça, c'est une première chose, mais aussi, il n'y a pas d'obligation légale de noter la composition des contenants. Mais dans, par exemple, une boîte en métal, eh bien, quand tu as un contenant avec un contenu, avec un produit acide dedans, eh bien, ça crée un nouveau produit qu'on appelle le furane, qui est la réaction entre un métal et un acide, qui fait que ce furane ultra toxique et cancérigène, on le retrouve par exemple dans ta boîte de macros, par exemple, que tu vas consommer par la suite. Et ça, c'est pas des obligations, mais des produits comme ça, il y en a plein, 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 plein. Tous les métaux comme les boîtes de conserve, les sardines, les maquereaux, ça veut dire que quand on mange aussi des produits toxiques. Alors c'est ça où moi je suis allé un petit peu plus loin. C'est pas à chaque fois. C'est-à-dire que c'est vraiment la réaction. En fait, les métaux lourds, de manière générale, hein, c'est une généralité, mais dans ce que je vais dire là, c'est 90-95% des cas où ça se passe comme ça. Déjà, les métaux lourds sont globalement tous liposolubles. Donc, si j'ai un contenant qui est graisseux, du coup, le métal, dans le temps, hein, pas au début, mais dans le temps, on va avoir un transfert dans la matière grasse. Donc, tu vas manger dans ton huile qui va avec ta sardine, ton maquereau ou autre chose. Et aussi, on sait qu'il y a une réaction plus importante entre un acide et un métal. Donc, on va éviter tous les produits acides, comme par exemple un maquereau à la moutarde, un maquereau à la tomate, un maquereau au citron. Par contre, si j'ai un maquereau naturel, tu vois, je n'ai pas de solution liposoluble ni d'acide, j'ai quasi pas de transfert ou très très peu dans le temps. Voilà. Et donc, c'est des techniques aussi pour aller plus loin. Je ne prends pas de produits acides ou graisseux dans ces contenants-là. Comme ça, je limite la réaction. Donc, on peut consommer des boîtes de conserve, mais il ne faut pas qu'il y ait ni d'acide, ni de graisse. Donc, nature. Par exemple, oui, c'est ça. Par exemple, s'il n'y a pas une saumure, voilà. Je te dis ça va parce que ça dépend de la saumure qu'ils ont mis dedans. Si c'est une saumure hyper salée, tu vois, le sel peut attaquer aussi le métal, par exemple. Donc, il faut observer, il faut être attentif sur tout ça. Donc, on limite. Après, si tu veux, tout à l'heure, on parlera des petites techniques pour essayer de compenser ça. Si j'ai que ça à la maison ou si j'adore ça, comment faire pour pas faire que ces substances toxiques se stockent dans mon corps? Mais oui, parce que moins on va en consommer, moins on va user les organes. Même si notre corps, il sait détoxiner, on a des méthodes, c'est quand même bien, on va vivre quand même longtemps de ne pas user nos organes prématurément. Un rein, ça ne se change pas comme ça non plus, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et au niveau tu parlais des silicones, les madeleines, donc il y a beaucoup de personnes qui ont des silicones. Alors les personnes averties ne vont pas aller consommer ça, mais on a les papiers sulfurisés, les papiers de cuisson, les papiers aluminium. Est-ce qu'il y en a des biens dedans? Alors l'alu, on sait que non, mais le reste. Oui, d'ailleurs, tu as dit quelque chose là. Tout à l'heure, j'ai parlé de vaseline, mais il y a des huiles siliconées qui sont utilisées pour les démoulages aussi. Tu vois, c'est une chose très très mauvaise, ce que tu viens de dire là, en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais tu vois, tu viens de parler d'une chose que peu savent. Parle à quelqu'un de est-ce que tu utilises du papier sulfurisé? Tout le monde te dit oui. On a tous ça chez soi. En fait, le papier sulfurisé, on le trouve difficilement maintenant. Les gens ont plus du papier cuisson chez soi. Et donc, bon, il n'y en a pas forcément un beaucoup mieux que l'autre. Le papier sulfurisé, c'est une solution de soufre et d'aluminium. Et le papier cuisson, souvent, ils mettent des espèces d'huile, justement, siliconées, notamment. Et donc, c'est pas beaucoup mieux. Après, on a les silicones qu'on achète un peu plus cher à l'achat. Et là, le silicone, le vrai silicone, donc alimentaire, lui, il peut monter à ultra haute température. Je ne dis pas que c'est excellent à long terme. S'il change de couleur et qu'on n'arrive plus à retrouver sa couleur initiale, c'est que là, il commence à être altéré et qu'il faut le changer. Mais s'il reste stable, là, normalement, il n'y a vraiment pas de transfert. Tu parles des espèces de tapis en silicone pour éviter de mettre de la graisse, là? Voilà, c'est ça. D'accord. Parce qu'on sait que le verre, c'est mieux, les contenants, on va y venir aux solutions, mais quels autres contenants il faudrait éviter dans l'alimentation courante, même bio? Tu sais, même les contenants, déjà dans le magasin bio, dans les papiers Kraft, là, qui sont des papiers recyclés, le Kraft, il y a des dérivés de colle dedans, etc. C'est pas un bon contenant de stockage. Donc, pour rentrer à la maison et vite les enlever, pourquoi pas,
Mais il vaut mieux s'acheter ces petits filets, tu sais, en magasin où tu mets tes fruits, tes légumes, des oléagineux, ou avec tes boîtes en verre, etc. Ça, c'est sûr. Mais méfiez-vous en magasin bio de ces papiers-là de stockage. Et donc, dans les contenants, oui, il faut se méfier. Il y a tout ce qui contient de l'aluminium. On sait que l'aluminium, moi je le précise toujours, il nous en faut en fait. Mais il nous en faut en 10 puissance moins 6 dans l'organisme et on en consomme en 10 puissance, 10 puissance enfin, moins 3. Quoi. On devrait en avoir des microgrammes, voire moins, des nanogrammes, et on en a des grammes avec notre papier sulfu, les déodorants, les contenants des boîtes, le revêtement des casseroles. Parce qu'il faut se méfier, on en parlera beaucoup tout à l'heure, je vous parlerai beaucoup de la fonte par exemple, mais il y a la fonte émaillée, mais il y a la fonte avec des revêtements anti-adhésifs aussi. Donc on s'embête à acheter des fontes très lourdes, puis mettre un revêtement anti-adhésif qui est de l'aluminium. Donc ça, c'est idiot, entre guillemets. Et donc, il faut vraiment bien lire les étiquettes, et ça va être le complément de, je pense, mon intervention. Il faut choisir les bons produits, mais il faut aussi être attentif de comment ça nous est vendu, puisque l'industriel, souvent, aime nous rajouter des petites choses dans les petites lignes, justement. Et Tu donc, sais, moi, je suis entourée de personnes qui consomment vraiment de très bons produits, qui mettent la qualité, qui vont chez chaque artisan, mais la manière dont c'est cuisiné, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est surtout, des fois, ils vont mettre dans des tupperwares en plastique, et puis dans les papiers carton aussi, en magasin bio, ils vendent aussi dans du carton. Je t'ai entendu communiquer sur le carton, des fois, c'est pas top non plus. c'est ça. Donc, il y a, comme tu l'as dit, hein, si je récapitule, il y a le plastique, hein, donc souvent dans les bouteilles d'eau, les tupperwares, etc. Et en plus, quand il y a des transferts avec la chaleur, c'est encore pire, donc c'est une catastrophe à ce niveau-là. Je pense que tu le sais, dans tes vidéos, tu as dû déjà avoir cette notion-là, mais tu sais que le Français moyen consomme l'équivalent par semaine d'une carte de crédit. de crédit plastique, on dit, en moyenne. Donc c'est énorme. Et donc, ça s'appelle un xénobiotique. Un xénobiotique, c'est une substance qui n'a rien à faire dans ton organisme. Et donc, c'est important d'expliquer aux gens que ces choses-là se stockent et à terme nous génèrent des maladies justement chroniques ou dégénératives, voire même des cancers à terme. Alors on va dire, c'est pas prouvé, mais c'est sûr, parce que dire que c'est la faute du plastique, c'est presque improuvable. Parce que c'est juste un constat d'accumulation de xénobiotiques qui fait qu'on se dit là, la personne est tellement intoxiquée que ça enclenche des rejets et des maladies. Mais dire c'est le plastique qui t'a tué, l'étude elle n'est jamais tombée encore réellement. On va dire ah c'est un perturbateur endocrinien. Voilà. Et donc, mais on sait qu'à force, on sait ce que ça peut engendrer. Je pense on est d'accord là-dessus. Donc il y a le plastique. Les plastiques, hein, parce qu'il y en a plusieurs catégories, tu sais, il y en a 7, il y a des petits triangles, hein, et du coup, on dit souvent 2, 4, 5. Les 2, 4, 5, c'est à retenir, c'est vraiment les plus. Les plastiques à retenir, justement, pour limiter les problématiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc par exemple, les bouteilles en plastique courant qu'on va boire, faut pas les réutiliser parce qu'il y a un petit 1 dans un petit triangle en dessous de la bouteille. Surtout, ne pas remettre de l'eau dedans, ne pas laisser dans la voiture à chauffer. Enfin, c'est la cata. Voilà, juste la base. Ouais. C'est ça, c'est ça. Bah, tu sais, si tu veux, je vais recommencer par là pour l'histoire d'un homme d'aujourd'hui, parce que j'aime bien, les gens aiment bien quand je la fais, celle-ci. Le matin, bah, tu te lèves, tu as dormi dans ton lit qui est blindé de produits chimiques avec des nanoparticules pour empêcher qu'ils brûlent, en fait. C'est maintenant quasiment toutes les literies, il y en a très peu où il n'y a pas de traitement chimique. Donc, tu inhales ça toute la nuit en dormant dessus. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit café dans la boîte en alu, what else, donc tu crées du dioxyde d'aluminium avec la chaleur, voilà. Ensuite, tu prépares ton tupperware pour aller manger au travail, que tu vas réchauffer au micro-ondes le midi. Tu vas être au téléphone toute la journée avec ton téléphone qui te balance des ondes plein la tronche. Tu vas manger ta petite madeleine dans ta boîte en alu, enfin dans son sachet en alu, et puis tu vas boire dans ta bouteille d'eau en plastique toute la journée. Puis tu rentres chez toi et tu fais du sport. Et puis au bout d'un moment, 10 ans après, tu te dis mince, j'ai chopé un cancer, une maladie grave ou ce que tu veux. Et tu te dis bah je comprends pas pourtant, je fais attention. Mais tu vois toutes ces petites bêtises qu'on ne sait pas.
à bouffer de l'alu, du plastique, des additifs dans les aliments, réchauffer ça au micro-ondes, et cetera, eh bien, on sait que dans le temps, ça s'accumule et on a des difficultés à les évacuer facilement de notre organisme. Et du coup, ça répond une fois de plus à la question que tu posais tout à l'heure, c'est que je me suis intéressé à comprendre pourquoi ces personnes qui font des efforts, mais par méconnaissance de contenant, et aussi, c'est en complément avec la cuisson quand même, hein, souvent, eh bien, arrivent à avoir des maladies alors qu'elles font plein d'efforts pour aller bien, disons. Et donc, toutes ces petites choses-là, c'est des choses que j'aime discuter. Et c'est pas forcément la faute toujours du consommateur, parce que il pense bien faire, c'est par méconnaissance ou par jeu industriel, parfois, faut le dire, puisque quand je reprends ma phrase initiale, on s'embête parfois à faire le tri, et du coup, on se dit: «Je vais prendre du recyclé, c'est écolo, c'est ci, c'est ça». Sauf que dans le recyclé, très souvent, tu vas retrouver des huiles minérales et ces huiles minérales se retrouvent dans ta chaîne alimentaire après. Par exemple, je prends un exemple tout de suite, parce qu'à la fin de mon intervention, j'aime bien en parler de celle-ci, donc je te remercie encore de m'inviter. Mais les gens à la fin disent souvent: «Alors comment on fait? Comment on fait alors, est-ce qu'il faut, parce que c'est trop compliqué, on peut pas penser à tout ça». Si j'achète mon riz dans mon sachet en plastique, et bah, à terme, je peux avoir des transferts de plastique. Mais si tu l'achètes dans la boîte en carton, et ben, à terme, tu peux avoir des transferts d'huile minérale. Les huiles minérales, c'est des dérivés de pétrole, hein, tu sais, c'est dans les journaux, c'est la couleur qui est utilisée pour écrire sous les journaux, par exemple les magazines, et cetera. Et du coup, bah, tu dis: «Je le mange dans quoi mon riz?» Je ne vais pas partir avec mon tupperware parce que c'est du plastique, je ne vais pas partir avec mon pot en verre dans le magasin non plus en vrac, et cetera. Mais il y a des petites techniques, tu vois? On peut partir avec son sac en tissu, hop, j'arrive chez moi, je mets dans mon pot en verre, par exemple, tu vois? Il y a C'est une autre manière de consommer. Ça s'apprend, mais c'est pas une vraie contrainte, c'est faux, parce qu'en plus après tu as moins de déchets, tu payes moins de poubelles, tu es moins malade, et cetera. Tu Mais sais, à l'avenir, je pense qu'on va parler, on va payer en fonction des quantités de déchets qu'on produit. Donc, ça s'appelle une taxation de pollueur-payeur. Et en fait, c'est à nous de réduire notre production de déchets. Mais bon, quand même, les grandes entreprises là qui produisent beaucoup de plastique qu'on va acheter, ils pourraient nous aider parce que ça se répercute toujours sur le consommateur au final. C'est-à-dire que les citoyens, ils doivent trier, ok, consommer moins, mais si on nous emballe tout dans du plastique plus du carton, parce que même dans les magasins bio, il y a le plastique, les tofu, les trucs comme ça, plus du carton dessus, ça fait beaucoup. voilà. Quand même. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on mange sainement, mais pas écolo, du coup. Et c'est vrai qu'il faut pas se stresser et culpabiliser de ça non plus, puisque c'est vrai que de cocher toutes les cases à chaque fois, c'est compliqué. De manger sain, écolo, bien savoir cuisiner dans les bons contenants, quand on ne sait pas tout ça, c'est un casse-tête au début. Mais comme tout, ça s'apprend et une fois qu'on l'a appris, c'est hyper simple à appliquer au quotidien. Et surtout, c'est économique aussi, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais les contenants, dont je vais te parler tout à l'heure, une fois que tu as acheté ta poêle en inox, 18-10 en fonte ou quoi, mais c'est à vie quasiment. Alors qu'acheter tes poêles Tefal qui se rayent tous les 3 mois, qu'il faut changer, allez, 2 fois par an, eh bien, ça coûte cher à force de racheter, c'est pas cher à l'achat au début, mais sur le long terme, c'est ultra cher et c'est mauvais à la santé en plus. Avant d'oublier, si tu me permets, j'allais rajouter, parce qu'on va parler beaucoup des contenants alimentaires, mais il y a quand même aussi des ustensiles de cuisine, quand même à discuter brièvement. Quand je vais chez des personnes, des amis ou de la famille, des fois, ou quand tu vois les spatules en plastique noir là, qui sont à moitié fondues, avec laquelle ils ont remué le plat, ah, tu te dis: «Mince, est-ce que je vais en manger de ce plat?» C'est pas sûr, quoi. Donc pareil, les ustensiles de cuisine, apprenez à les sélectionner. Alors je vous dis pas d'avoir que de l'argent comme à l'époque, hein, mais l'argent c'était un produit pour assainir le bol alimentaire, c'était excellent, c'est un peu lourd, mais le plastique surtout pas pour remuer des choses chaudes, hein, s'il vous plaît. Et quand vous achetez du bois, c'est pareil, une spatule en bois, en olivier, c'est très cher. On peut avoir d'autres bois, mais ne prenez pas le bas de gamme du bois où c'est des choses collées. Parce que tu sais, tu as déjà vu des spatules? En fait, c'est comme s'ils avaient collé des petits bouts pour en faire une spatule. Bah, ça, il y a de la colle, il y a des dérivés de colle là-dedans que, bah, à force, pareil, de chauffer ou quoi, tu en bouffes de tout ça. Donc prenez du bon bois pour remuer aussi, ou des bonnes cuillères en inox, par exemple. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et on n'a pas parlé aussi des canettes. Voilà.
Donc les canettes, pareil, très bref, les canettes, souvent ce qu'il y a dedans, tu vas pas me dire le contraire, c'est souvent des solutions acides, justement. Des sodas, des jus de fruits, des coca, même un Perrier, il y a que le CO2, c'est un pH acidifiant, hein, souvent les produits gazéifiés. Et du coup, bah, un acide, comme on a dit tout à l'heure, avec un contenant en alu, bah, on en a déjà parlé, il y a un transfert. Donc surtout pas, on reprend du verre, tant qu'à faire. Un jus de fruits, un jus de fruits dans du plastique, non. Tu vois, l'acidité du jus de fruits va attaquer le plastique, tu vas bouffer du plastique. Ouais. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que les soupes, des fois, ils mettent, même les soupes fait maison, ils le mettent dans du plastique, dans les grands supermarchés, vite fait à emporter, là. Mais c'est mi-chaud ou c'est mi-froid? Parce que chaud, c'est déjà froid, c'est pas bien, mais si c'est mi-chaud, ben, c'est quand même cata. Et là, il faut retourner l'étiquette et regarder le procédé de conservation. Et pour te répondre, souvent c'est soit pasteurisé, soit flash pasteurisé. Et donc, dans ce cas-là, ils ont chauffé pour chasser l'air, pour que ça se conserve. Donc, ils ont chauffé dans le contenant. Donc là, c'est pas bon du tout. Ça arrive déjà chaud dedans. Et du coup, c'est ce qui permet la conservation. Donc ça, c'est une très mauvaise idée, justement. Le problème, c'est que soit des fois, tu as des briques en plastique, comme tu dis, soit tu as des briques avec des revêtements en alu dedans aussi. Ou vice-versa. Tu as déjà vu, quand tu coupes ces choses-là, des fois, tu as un revêtement en alu, puis des fois, tu as un revêtement blanc. C'est pareil dans les boîtes de conserve, je ne sais pas si tu as vu, tu as des boîtes de conserve où il y a un revêtement blanc. Donc ça, c'est un espèce, si tu veux, de film plastique. Donc là, tu ne bouffes pas du métal, tu bouffes du plastique. Donc tu choisis ta maladie, quoi, en gros. C'est pas drôle, mais c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de bonne solution là-dedans. Comment ça, tu choisis ta maladie? Bah, quand je dis tu choisis ta maladie, soit tu chopes un cancer avec trop de métaux lourds, soit tu chopes un cancer avec trop de plastique, quoi, hein, en gros. On dit cancer, hein, ou maladie chronique, dégénérative ou autre. Hein. Et pour les surgelés, quand on achète par exemple des haricots bio surgelés, on se dit bon bah c'est tout frais cueilli, c'est bien, il ne doit pas y avoir de conservateur. Eh ben, pour le coup, c'est quand même globalement plutôt vrai. Pareil, je reste général aujourd'hui, hein. Nous, on apprend nos étudiants pendant des mois tout ça, mais globalement, il vaut mieux toujours, quand tu ne peux pas prendre du frais, choisir sa variété congelée. Et dedans, normalement, il n'y a rien. Ou à la rigueur, de l'eau avec du sel, un peu. Mais en fait, le procédé de conservation par le froid, c'est un procédé de conservation. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de mettre des additifs ou d'autres choses. Et donc, il faut savoir que dans le froid, il y a moins de transfert aussi. Donc, dans le sachet plastique qu'on imagine tous des haricots verts, comme tu dis, eh ben, c'est figé, il n'y a pas de transfert. Ou vraiment, je l'ai oublié, il y a eu du chaud au froid dans le congèle 20 fois. Enfin, et il y a là, ok. Et ce qui est bien dans le congelé, on ne perd qu'une seule vitamine, c'est la vitamine B1, qui ne supporte pas le froid, mais tu perds aucune vitamine, aucun minéraux, et très 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 peu d'antioxydants. Alors que dès que tu as une boîte de conserve, un plat transformé, un plat sous vide ou quoi, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a des additifs, il y a des choses. Voilà. Ça a été altéré. Et si nous, on veut conserver nos aliments, par exemple, moi je fais des soupes ou je fais des jus de gingembre et je les mets dans des bouteilles. Évidemment, je ne remplis pas entièrement la bouteille, sinon ça va exploser. Ouais. Et je les mets direct au congélateur. Donc ça, même s'il n'y a pas de conservateur dedans, c'est OK, on peut le conserver un certain temps. Ah bah tu sais, moi j'adore, dans l'exemple que tu donnes, moi j'en donne un autre, mais quand il y a du jus de pomme frais qui est pressé, tu l'achètes frais, donc du pressoir et tu le congèles, mais il est comme s'il venait de sortir du pressoir. Et donc ça, c'est vrai que vous devriez avoir des grands congèles chez vous. C'est la meilleure méthode de conservation avec, tu connais probablement la lactofermentation aussi. Oui, je ne sais pas Donc faire. tu fais fermenter les produits. Ouais. Je Voilà. ne sais pas faire, mais j'aimerais bien Et donc, qu'on puisse un jour partager des recettes. Si toi tu connais et si tu as envie de partager, étant donné que tu as quand même une école de naturopathie où tu enseignes plein de choses, pourrait être intéressant de partager sur le sujet. et je me permets, avant que tu renchaînes, il y a en fait le congèle, la fermentation, et il y a aussi une action mécanique qu'on devrait tous reprendre. C'est une barrière mécanique. Quand tu veux conserver un aliment, en fait, ce qui fait qu'un aliment dépérit, c'est la prolifération de micro-organismes. Donc, il faut réfléchir et se dire, un micro-organisme, il vit comment? Eh ben, un micro-organisme, il se développe quand il y a de l'eau,
quand il y a des molécules organiques, les molécules organiques, c'est s'il y a des glucides, des lipides ou des protéines, et ils se développent quand il y a de l'air aussi. Donc, comment le conserver? Il faut que je le prive d'eau. Donc, par exemple, si tu veux faire sécher tes aliments, tu les déshydrates, voilà, tu le gardes à vie, hein, presque. Si tu empêches le micro-organisme de rentrer dans ton pot, et ben là, je peux créer une barrière mécanique physique en mettant chaque fois un peu d'huile, par exemple, au-dessus de enfin, je sais pas moi, dans ton pot, tu as fait un pesto, bah, tu mets de l'huile au-dessus, bien épaisse. Alors oui, après, il faudra enlever l'huile si c'est trop gras, etc. Mais du coup, en dessous, le micro-organisme ne pourra jamais y aller. Donc c'est une barrière physique, mécanique. Les anciens, avant, ils mettaient de la paraffine, par exemple. Et du coup, ça bloquait le fait qu'une bactérie, par exemple, puisse y aller. Et puis après, bah, tu as l'air, donc tu as le sous-vide. Mais le sous-vide, c'est encore une grande discussion, parce qu'il y a le sous-vide dans le plastique, donc là, c'est pas top, ou tu as le sous-vide en verre. Et là, on est dans le summum de la qualité de la conservation du produit. D'accord. Par rapport aux perturbateurs endocriniens qui sont présents dans les emballages, on peut les détoxiner parce que souvent ils restent emprisonnés dans les cellules graisseuses pour un certain temps. Voilà. Donc si tu me lances là-dessus, je vais essayer de te faire ça court. C'est un peu complexe, mais justement, comme tu l'as dit, ces substances ont tendance à se stocker dans nos cellules graisseuses. Donc, clairement, pour les déstocker de nos cellules graisseuses, il faut que je déstocke mon gras. Donc, il faut que je sois en phase, si on veut, d'amincissement. Ou, quand on dit d'amincissement, physiologiquement, de néoglycogénèse. Néoglycogénèse, c'est pour vivre au quotidien, il faut que j'ai de l'énergie. Pour de l'énergie, il me faut du glucose, donc du sucre. Mais j'ai à peu près 375 grammes de stock dans mes muscles, à peu près 150 grammes dans mon foie. Donc, ce qui fait un peu plus de 500 grammes de stockage de sucre par jour. Du coup, si j'arrête de manger du sucre, par exemple, le soir, j'ai fait mon dernier repas du soir, le matin, avant de déjeuner, ce qu'on appelle être à jeun, je suis à jeun, et bien là, j'ai presque plus de réserve de sucre dans mon foie et dans mes muscles. Et là, ce qui est top, c'est le matin à jeun d'aller faire une activité physique, par exemple de 15-20 minutes, hein, voilà, pas non plus de dingue, mais pas trop douce, voilà, une petite course, une marche à pied rapide, etc. Et là, du coup, comme j'ai plus de réserve dans mes muscles et dans mon foie, je vais aller déstocker ailleurs. Mon foie va refabriquer du glucose à partir d'autres choses qui n'en est pas. Et le plus facile, c'est à partir des graisses. Donc, il va aller puiser dans mes graisses, il va traiter mes graisses par le foie, il va déstocker mes graisses, mais aussi ce qu'il y a dedans. Donc, les métaux lourds, les plastiques, les résidus, tous les xénobiotiques. Et ces xénobiotiques vont être à nouveau, on dit, biodisponibles. Ils vont être relargués, si tu veux, dans la circulation générale. Et là, pour moi, je peux maintenant les évacuer ou les attraper. Mais sinon, si c'est stocké, ça fout la merde, hein, en parlant crûment. Et pour les déstocker, ça ne passe que par ce phénomène de néoglycogénèse. Donc le matin à jeun, c'est facile, on fait 20 minutes d'activité, mais c'est équivalent à 1 h 30 en plein milieu d'après-midi, sinon. Parce que j'ai mangé le midi, j'ai goûté ou quoi. Et donc, pour finir, maintenant qu'ils sont biodisponibles, pour les attraper, j'ai deux manières. Et le mieux, c'est de cumuler les deux manières. C'est de les attraper avec, on appelle ça des chélateurs, des chélateurs. Les chélateurs, c'est des substances qui vont attraper ces xénobiotiques, donc l'aluminium, etc. Et il n'y en a pas beaucoup de chélateurs. C'est-à-dire que je fais mon activité physique, 15-20 minutes, et je prends mon chélateur. Le chélateur, c'est tu as l'ail des ours, la coriandre, la chlorella, clamate, et puis si en fait, tu as de la dégénérescence au niveau cérébral, eh bien, on a le malate de magnésium. C'est le seul qui passe la barrière hémato-encéphalique pour aller travailler tout ce qui est dégénérescence, voilà, Parkinson, maladies dégénératives du cerveau, etc. Donc, je vais les attraper et après, il faut les évacuer aussi. Parce que c'est bien les attraper, mais si c'est pour les attraper puis aller les déstocker ailleurs dans le corps, ça peut être même des fois, le bénéfice-risque peut être plus grave. Eh bien, il faut on dit qu'il faut les évacuer par nos émonctoires. Les émonctoires, ce sont nos portes de sortie vers les extérieurs. Donc, par le rein, par les urines, par les selles, par l'intestin, pardon,
par la peau, par la transpiration ou par la respiration avec le poumon. Et donc, il est bien, une fois que j'ai fait ça, mon activité physique le matin à jeun, mon chélateur, eh ben, d'essayer d'évacuer par l'un de ces émonctoires. Donc, je bois abondamment pour évacuer par le rein, ou je prends quelque chose qui me fait aux toilettes pour par les intestins, ou je me fais une biorespiration, une respiration pendant 20 minutes, des cohérences cardiaques, etc. Ou je me remets dans un sauna pour transpirer un bon coup, hein, par exemple. Et tu vois, c'est des manières d'évacuer par mes portes de sortie. Et la femme a une chance en plus par, du coup, par l'utérus, voilà, et notamment bah, les pertes blanches, par exemple. Je le dis là, ça fait râler souvent, mais les pertes blanches sont un indicateur justement d'intoxication à ne pas confondre avec les glaires cervicales que beaucoup de femmes confondent justement aussi, qui ressemblent à des pertes blanchâtres, mais c'est pas la même chose. Donc ça s'apprend et il y a un super bouquin sur la symptothermie d'ailleurs, qui est un bouquin vert, hein, et pour réapprendre toutes ces choses-là que beaucoup de femmes ont perdues, je trouve. C'est génial. J'aime beaucoup ta manière de transmettre. Je sais que tu vises l'excellence dans tes formations, tu es très pointilleux. En plus, tu collabores aussi avec France Guillain. Et moi, ça me donne vraiment envie de faire une autre vidéo spécifique sur la naturopathie avec toi. Si vous êtes intéressé à ce qu'on fasse une vidéo, mettez-moi des commentaires sous la vidéo et on le fera. Ce n'est pas le sujet là. Et en plus, ce que je n'ai pas pensé à dire, c'est que ce soit sur ta formation longue de naturopathie en présentiel, tu offres à ma communauté 5% et sur toutes tes formations en ligne, 15% avec le code Gwen. Ça, c'est important. Et ce qui est chouette, c'est que tu sais, moi, je suis spécialisée dans la minceur, coach en minceur. Bon, maintenant, je suis en Andorre, donc je ne procède plus pareil. Mais en France, j'avais ce protocole où je faisais prendre de la niacine aux personnes. Je les faisais bouger un peu pour que ça circule dans le corps, que la vitamine circule. Et ensuite, je les mettais dans un infrarouge long. Donc, à la base, ça régénère les cellules, mais c'est surtout que ça fait effet sauna. Donc, ça fait transpirer. Donc, ils détoxinaient par la peau, comme tu viens de donner. Mais tu as donné plusieurs moyens en quelques minutes de détoxiner. C'est juste incroyable. Et donc, le sauna, la respiration, c'est passionnant. Et c'est important. Tu vois, parfois, il ne faut pas culpabiliser une fois de plus de faire des bêtises ou de mal cuisiner ou d'avoir des mauvais contenants. Parfois, il faut juste savoir aussi se nettoyer quand même si, comme tu l'as dit, en soi, c'est idiot de fatiguer son système pour ça. Mais quand on l'a fait, hein, eh bien, on a des moyens pour évacuer quand même et essayer de réparer la petite bêtise qu'on a pu faire. Ou, voilà. Et pas jeter toutes les boîtes de conserve que vous avez chez vous dès demain, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des poêles, des ustensiles de cuisine. Qu'est-ce que tu conseillerais comme contenant et quels ceux à éviter pour cuisiner? Alors, du coup, toujours être mesuré et être précis, parce que c'est vrai que je pourrais dire, bah, déjà le verre. Le verre, c'est un contenant fabuleux, mais maintenant, il y a des verres, malheureusement, il y a des qualités de verre différentes et il faut être attentif. Tu sais, on parle souvent du cristal qui est cher, mais dans le cristal, ce qui fait que c'est du cristal, c'est qu'il y a du plomb dedans. Donc, n'achetez pas du cristal à des prix pharaoniques, parce que à terme, quand ça commence à être blanchâtre, tu sais qu'on ne peut pas les rattraper, comme on dit, c'est vraiment qu'il y a un peu plus de transfert et c'est à se méfier. Il y a du verre de qualité et ça, pour le coup, ça devient très compliqué. C'est important d'avoir des verres où il y a beaucoup de silice dedans, c'est ce qui fait qu'il est très dur et costaud à terme. Mais ça, pour avoir l'info, il n'y a pas d'obligation légale du fabricant, à part l'appeler, lui demander de son taux de silice, mais là, ça commence à devenir compliqué. Par contre, dans les contenants, il est vraiment important de n'avoir plus que ça chez soi. Moi, comme tu dis, mon but, c'est d'informer. Moi-même, je ne suis pas extrémiste. Voilà, je sais ce qui est bon, mais je ne fais pas tout ce qui est bien non plus tout le temps au quotidien. Et une fois de plus, ce n'est pas grave. Malgré tout, là, il y a un truc où je suis chiant, c'est que ma bouilloire, moi, elle n'est pas en plastique, elle est en verre, hein, voilà, par exemple, ou en inox 1810, on va la prendre, hein, ça. 18/10, c'est une qualité d'inox supérieure qui fait qu'il n'y a quasi pas de transfert. Il y a d'autres inox où il y a du transfert à terme, donc il faut se méfier. Et pareil dans ces contenants de cuisine. Là, je suis beaucoup plus chiant, hein, sans filtre, où chez soi, vous allez voir que tout ce que je vais vous dire est hyper lourd.
Donc, ça va vous faire du sport en cuisinant, c'est bien. Vous allez reprendre de l'inox 18-10 ou de la fonte émaillée, mais pas avec un revêtement anti-adhésif. La vraie fonte, vous remettrez du gras. Le gras, c'est bon à la santé, du bon gras, hein, voilà. Ou le fer émaillé, par exemple. Donc, c'est vraiment les 3 contenants au quotidien dans vos poêles, vos casseroles qui sont vraiment au top à utiliser et vous allez voir que ces 3 produits-là, c'est à vie que vous les aurez. Donc oui, la fonte, vous allez l'acheter une fois à 100 €, plus de 100 €, hein, voilà. L'inox, bah, ça va être une poêle à 30, 40, 60 €, oui. Le fer émaillé, ça va être hyper lourd, mais c'est à vie et vraiment, vous les changerez jamais. C'est une certitude. Le fer émaillé, vous regarderez, il y a une technique, hein, pour quand on achète, une poêle en fer, il faut l'émailler. On dit qu'il faut la culotter. Alors il y a un procédé pour la culotter avec du gras et cetera, la monter ultra haute température, elle ne rouillera jamais. Donc ça, c'est vraiment important et après dans vos contenants, au four, bah, pensez au verre, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous suggère de vous méfier vraiment de la céramique, que ce soit dans les couteaux en céramique, les contenants en céramique, puisque dans la céramique, il y a du cadmium. Le cadmium, moi, dans mes systèmes, mes appareils que j'ai chez moi, c'est le 2e métal lourd que je retrouve le plus après l'aluminium chez les gens. Le cadmium, on en retrouve dans toutes les céramiques, dans les piles, dans plein de cosmétiques, dans plein de produits autour de nous, mais c'est un métal lourd dont on parle peu, mais il est dans beaucoup d'additifs alimentaires aussi. Donc méfiez-vous de lui, cadmium, C-A-D-M-I-U-M. Et donc moi, je vous déconseille vraiment la céramique au quotidien. Les couverts, pareil, essayez de prendre en inox et pas en alu, voilà, et là, vous aurez quand même des bons produits chez vous. Voilà, pas quand je dis la bouilloire en plastique, non, ça c'est non, Bon, voilà. ok. Et est-ce que tu sais pourquoi certaines substances nocives restent-elles autorisées alors que leur danger est scientifiquement prouvé? Alors là, tu me lances sur des sujets où il faudra que tu coupes, hein, des fois ce que je vais dire là, par contre. Donc, a alors là, tu me mets dans l'embarras parce que je dis ce que je pense en plus, donc je vais pas me taire, mais en fait, on oppose aujourd'hui en Occident, de manière générale, la santé à l'économie et donc tous ces produits-là coûtent moins cher, c'est tout. C'est, tu prends un contenant en carton ou en plastique, à transporter pour un transporteur, c'est moins cher, que s'il y a du verre, tu vois? Un contenant en verre. Ton jus d'orange en verre coûte beaucoup trop cher, par rapport à un jus d'orange en plastique. L'aluminium, ça coûte que dalle et il y a des marges de dingue sur les revêtements aluminium, les contenants aluminium. C'est pas lourd, c'est malléable, c'est beaucoup moins chiant à travailler avec de l'inox, de la fonte, du fer, quoi, tu vois? Et à fabriquer, le coût matière et la marge est bien plus intéressante. Donc moi, ça c'est pas moi qui vais changer le monde, c'est le consommateur à terme, en faisant les bons choix, qui pourra faire changer les industriels, mais il faut pas qu'on aille dans la facilité à chaque fois. Heu et la faci moi je dis souvent que la santé, ça se mérite, donc oui, il faut porter ces produits lourds-là, sa fonte, son fer et cetera et puis, bah, sur le long terme, vous verrez que votre santé sera souvent bien meilleure. Parce que là, on se réduit au contenant aujourd'hui, évidemment, c'est pas que ça qui fait la santé, on sait bien, hein, il y a l'alimentation, le stress, les pollutions électromagnétiques, l'environnement, la posture, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs, mais être attentif parce que l'industriel aura toujours un coup d'avance sur vous, c'est ce que vous devez vous dire et si c'est pas cher et que ça a l'air bon au goût, souvent, il faut quand même se poser des questions, hein, en tout cas. Ok, c'est vrai que il y a des moments où moi je cuisine pas tant que ça, ouais, je suis pas une reine de la cuisine. Quand j'ai voulu acheter de la ratatouille en magasin bio dans des bocaux en verre, à un moment donné, il y avait du sucre de canne partout. Je n'arrivais pas à trouver de ratatouille sans sucre. Pourtant, normalement, on met pas de sucre dans la ratatouille. Et c'est à ce moment-là où j'avais plus du tout envie d'acheter, même en magasin bio, des choses déjà préfaites. C'est ça. Parce que tu vois ce que tu viens de dire là, manger bio ne veut pas dire manger sain. Ça mais pour beaucoup déjà et c'est normal qu'on se dise ça, si un jour on décide de passer au bio, déjà on se dit: «Ah, je vais faire un effort culinaire et alimentaire et je prends soin de ma santé». Mais oui, il y aura déjà moins d'additifs, c'est déjà un grand pas. Par contre, ça ne veut pas dire manger sain. Ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir du diabète, non plus, tu vois? Hein, par exemple. Donc c'est bien de le repréciser, tout à fait.
Et les certifications comme BPA ou 100% recyclable, est-ce qu'elles sont fiables d'après toi ou c'est que marketing? Alors pour moi, il y a 2 réponses. Donc officiellement, il faut vérifier quel est le contrôleur ou le certificateur, parce qu'il y a des choses qui s'autoproclament dans ce que tu peux dire, bien, enfin qui disent: «C'est bien», tu sais, par exemple, méfiez-vous des labels, de manière générale, parce que quand il dit par exemple, élu produit de l'année, et ben, pour un produit élu produit de l'année, en fait, c'est un échantillonnage de 22 000 consommateurs qui votent pour un produit. Mais dans ces 22 000 consommateurs, ce qui n'est pas lu dans les petites lignes, c'est que des ce sont des gens de l'industrie qui votent pour leurs produits. Donc ils vont pas voter contre leurs produits, mais ils vont sélectionner 3 à 5 produits de leur gamme, puis ils vont dire quel est le meilleur. Mais si les 5 sont mauvais, ils vont élire comme le meilleur des 5. Et du coup, bah, le consommateur va voir le petit truc rouge là, élu produit de l'année, élu produit je sais pas quoi, et ils vont dire ah c'est mieux que les autres. Et on sait qu'ils vendent 20% de plus ce type de produit parce que le consommateur pressé, il voit 2 produits du même prix, un avec un truc rouge, l'autre rien, il prend celui où il y a le truc rouge. Donc, il faut se méfier des organismes certificateurs et contrôleurs, parce que ce n'est pas toujours objectif. Ensuite, pour moi, dans ce que tu me dis, normalement, comme ils doivent jouer le jeu, ça certifie que le produit est conforme. Mais ça ne veut pas dire que le produit est bon à la santé. Et c'est ça la petite subtilité. Il est conforme à une norme qu'ils ont déterminée, mais ça ne veut pas dire bon. Ça peut être même mauvais pour la santé. Du coup. Donc ça, moi, je suis toujours très méfiant de tout ce que tu viens de me dire là, les labels et ces choses-là. Je ne sais pas si tu peux répondre ou si tu as déjà répondu, mais d'après toi, est-ce que tu as les plus grands scandales ou découvertes récentes concernant les emballages alimentaires, est-ce qu'il y en a dont on parle très peu, dont on n'a pas connaissance? Tu vois, comme tout à l'heure, tu as cité par rapport à l'alu. C'est ça. Donc là, si je récapitule, il y a les contenants aluminiques souvent, il y a les contenants plastiques et les contenants en carton avec des huiles minérales recyclées. Ça, il faut faire attention. Voilà. Rappelez-vous que ça reste longtemps dedans, à plus il y a de transfert, à plus c'est gras et acide dans un environnement métallique, à plus il y a de transfert. Ça, quand on a retenu ça, on est déjà bien. On va avec des choses en plastique dans quelque chose de chaud. Déjà, avec ça, on est déjà bien, quand même. Hein. Par contre, ce n'est pas des scandales, mais c'est des. Bah là, j'ai envie de te parler d'une chose dont on consomme beaucoup, c'est les œufs. Tu sais, je fais exprès d'aller loin dans le délire pour que les gens fassent un peu plus attention à moins, disons. On a parlé tout à l'heure de la dosette en café qu'on chauffe en alu, ça c'est pas bon. Tu vois, on peut prendre un tissu plutôt ou autrement. Mais l'œuf, tu sais, il y a un tampon dessus. Tu sais, en France, nous c'est FR 03, et puis voilà. Mais ce tampon, c'est des huiles minérales aussi. Entre le premier jour où on l'a acheté et le dernier jour, eh ben, en fait, ça s'oxyde, mais ça s'oxyde pas la couleur vers l'extérieur, ça pénètre dans l'œuf et tu bouffes de l'huile minérale, par exemple. Alors tu vas me dire, ce petit tampon-là, c'est pas ça qui va te tuer. Et on est bien d'accord, c'est pas ça qui va te tuer. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que tout ce que je vous dis là va pas vous tuer du jour au lendemain. Mais ça, plus ma literie que je respire, plus la cosmétique, plus le gel douche, plus le shampoing, plus ma lessive, plus mon dentifrice, plus ma Les ondes. laque, plus bah, voilà, les ondes. Bah, en fait, ça, oui, ça peut te «tuer» entre guillemets et plus rapidement que tu peux ne le penser. Quand je dis tuer, ça peut t'engendrer des maladies, qu'on connaît maintenant. Donc, on est d'accord qu'un œuf ne se lave pas, hein, ce qu'on l'a dit, mais essayer de retrouver des petits producteurs locaux, pour le coup, pour l'œuf, qui est quelque chose que beaucoup consomment beaucoup, hein. Sans s'en rendre compte, on dit qu'on consomme à peu près un œuf par jour, tu sais? Que ce soit dans les gâteaux, dans les, choses qu'on voit, qu'on ne voit pas. Donc ça fait partie des aliments où moi je pense qu'il faut être attentif. Et puis tu vois ce qu'on dit dans la peur là aujourd'hui, eh ben, on peut le transformer en positif parce qu'un œuf, comment on sait que c'est poreux? Eh ben, je donne une petite recette quand même. Dans une boîte en verre, vous pouvez mettre des œufs, une dizaine d'œufs, et vous enfermez quelque chose de très aromatique avec, des plantes aromatiques, une truffe, un champignon qui a du goût, qui est fort, un fromage qui pue, tout ce que tu veux. Tu enlèves après ton produit, tu vas manger l'œuf et il aura pris tout le goût de la substance que tu auras enfermée pendant une semaine avec lui.
Et du coup, tu vois, on peut travailler les œufs de cette manière-là. C'est d'ailleurs les grands chefs en cuisine, c'est ce qu'ils font. Ils mettent une truffe enfermée dans une boîte. Ça donne énormément le goût à l'œuf. Et puis, par contre, le jour J, ils remettent un petit peu de truffe. Ils en mettent très peu, mais l'œuf a beaucoup de goût. Et donc, tu vois, là, c'est un exemple, mais parce que je sais que ça va faire peur un peu aux gens qui nous écoutent, tout ce que je dis. On dit, oh là là, bah, c'est compliqué, moi, je mange plus. Ça finit toujours comme ça à la fin. Mais non, mais tout ce qu'on dit là peut être transformé en ultra positif et potentialiser les produits et les aliments que vous allez manger. Et tout sera meilleur, tout aura meilleur goût. Et en plus, avec un effet santé que vous verrez avec plus d'énergie chaque jour, en fait. Ça, c'est génial, oui. Tu as raison de rassurer. C'est simplement de l'information, mais pour certains, en effet, ça peut faire peur. Mais bon, quand tu es habitué, tu n'as plus peur, tu fais ce qu'il Ouais. faut. Et donc, par où commencer? Pour ceux qui sont vraiment novices, tu parlais de petits sachets ou de bouteilles en verre, de petits sachets en tissu. Par où commencer pour ceux qui sont vraiment novices? Alors pour moi, la base, c'est l'eau qu'on boit au quotidien. C'est-à-dire que, on sait qu'on peut passer des jours sans manger de temps en temps, quand on n'a pas faim, quand on est malade ou quoi, mais tous les jours, on va boire. Donc moi, elle ne ressemble à plus rien, mais tu vois, j'ai 2 bouteilles face à toi, hein, mes 2 bouteilles, il y en a une en verre et j'en ai une en inox. Tu vois, elle commence à j'y tiens à ma bouteille en inox, hein, elle commence à être vieille, mais du coup, mmh, ça, c'est important parce qu'il y a vraiment tellement de transferts dans ces bouteilles en plastique que c'est vraiment l'une des premières causes de cancer du sein chez la femme, d'ailleurs. C'est vraiment, c'est vraiment important avec les cosmétiques, hein, bien sûr, mais tu enlèves ça, tu réduis, tu divises par je ne sais combien de pourcents la possibilité de choper ces fameux cancers, hormonodépendants. Donc ça, c'est la base. Vraiment, intéressez-vous à ça. Alors, évidemment, bah, ça passe par une autre manière de penser. C'est-à-dire que, bah, chez vous, vous allez peut-être avoir un filtre ou un dynamiseur ou quelque chose qui fait que vous allez boire plutôt de l'eau de votre robinet, mais ça vous va demander un effort parce qu'il va falloir que vous connaissiez l'eau de votre robinet pour savoir quoi faire, de quoi avez-vous besoin chez vous. Parce que toi, chez toi, tu as peut-être pas les mêmes besoins que chez moi. Moi, j'ai une eau qui est bien au niveau minéralité, mais moi, j'ai besoin d'un filtre parce que, il y a trop de calcaire dedans et il met trop de chlore, donc j'ai besoin d'un filtre. Mais toi, ça se peut que tu as une eau, qui est «morte» entre guillemets, tu as besoin de la dynamiser. Donc il faut connaître l'eau qu'on a de son robinet et s'acheter un petit matériau chez soi pour pouvoir la boire sereinement. Parce que si je vous dis: «Arrête de boire l'eau en bouteille en plastique», mais que tu bois de l'eau dégueulasse de ton robinet, ça c'est pas aussi bien, c'est pas bien non plus, quoi, tu vois? Donc il faut que vous vous intéressiez à l'eau. Ensuite, intéressez-vous aux contenants que vous achetez. Donc, voilà, vous pouvez acheter en vrac, mais beaucoup n'aiment pas le vrac. Voilà, donc, heu, regardez au moins les contenants. Dans quoi c'est stocké? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un transfert? Est-ce qu'il y a un acide? Est-ce qu'il y a du gras? Est-ce que je peux le prendre, ce produit, et cetera? Évidemment, la vraie recette, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, je me dois de le dire, c'est évidemment, tant qu'on peut prendre du frais, on prend du frais. Hein, on ne prend pas de transformé, bien sûr, tant qu'à faire. Après, ces petits sachets en tissu, c'est bien, on les achète, c'est pareil, c'est à vie ça. On les achète, on les lave de temps en temps et puis, bah, je mets mon riz en vrac, je mets mes amandes en vrac, et cetera. Et quand j'arrive chez moi, je les transfère dans mes pots en verre, par exemple. Et d'ailleurs, en plus, ça se conserve bien. Le verre, ça permet de bien conserver les aliments. Heu, Ensuite, une fois de plus, ne pas avoir peur de tout, hein. Tu sais, les vieilles boîtes en métal d'époque, si je mets des amandes là-dedans, mais il y aura pas de transfert, c'est pas acide, voilà, c'est surtout les liquides où faut se méfier, hein, avec les métaux, par exemple. Donc, pour moi, c'est clair, hein, donc les métaux, c'est vraiment attention avec les liquides. Mais si c'est pas un liquide, il y a pas de transfert dedans, par exemple. Donc c'est un bon si on n'aime pas le verre, on peut acheter des boîtes en métal pour les produits secs, hein, le riz, les amandes, les noisettes, et cetera. La farine, et cetera. D'accord. Et vraiment, vraiment, les produits de cuisson, enfin les matériaux de cuisson, c'est important de prendre l'un de ceux que je vous ai cités là, mais de nous enlever vos casseroles anti-adhésives. Vous remettez un peu d'huile, un peu de gras, c'est pas grave, ça donnera plus de goût, mais enlevez-moi ça, les casseroles, Tefal par exemple, pour ne citer qu'elles, ça c'est vraiment, poubelle. Ok. Tu n'as pas simplement un centre de formation naturo, tu fais partie des avant-gardistes de ce monde. Parce que toi, à la base, tu aimes bien inspirer les individus à s'occuper davantage de leur bien-être. Et là, tu es parti dans une autre dimension. Tu as créé le domaine Arc-en-Ciel. Donc, c'est une résidence multigénérationnelle de santé intégrative, d'éducation qui est dans le Jura.
Et c'est un lieu où il va y avoir le centre de formation d'excellence de naturopathie humaine et naturopathie animale, je ne connaissais pas, un laboratoire de recherche en santé fonctionnelle et préventive, un institut en médecine conventionnelle et pratique alternative, aussi cohabitation senior, ce que j'ai compris d'actifs en pré-retraite. Donc ça, c'est un système vraiment global et je pense que c'est hyper innovant et puis ça pourrait être dupliqué. C'est génial. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bah déjà, je peux t'embaucher dans mon équipe parce que alors là, tu l'as résumé avec brio, hein. Alors là, du coup, merci. Bah, en fait, mon constat, il est un peu le même que. En fait, moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Et puis, comme ça bouge pas beaucoup en France, eh ben, j'attends pas que les choses se créent, je les crée, on va dire. Parce que sinon, si on attend nos instances officielles, ça bouge très lentement en France, en tout cas. Et donc, en fait, moi, le Covid a fait accélérer les choses que j'avais en tête depuis toujours, parce que j'adore l'humain et sa complexité, hein. Et très rapidement, oui, j'ai créé un cursus de naturopathie animalière. On a été les premiers en France à le proposer. Mais ça ne me suffisait pas. Je me disais, mais ces adolescents, les enfants, les seniors, c'est les éternels oubliés quand il y a un problème, comme on a vécu pour le Covid notamment. Et je dis, moi, mes enfants, mes propres enfants, ne peuvent pas vivre dans un milieu comme ça. Et donc, on a décidé de créer une école primaire alternative, type nature, Freinet, Montessori, mais aussi en partant de l'enfant lui-même avec les intelligences multiples. Chaque enfant a une manière d'apprendre, mais en Occident, on ne lui permet d'apprendre que par la qualité linguistique ou logico-mathématique. Tu sais, en France, on donne du crédit qu'à ceux qui sont filière L ou filière S. Et ça, moi, ça m'embêtait parce qu'il y a beaucoup d'enfants ultra intelligents, mais qui sont plutôt kinesthésiques ou musicales ou intrapersonnels ou interpersonnels, etc. Je suggère à tous d'aller voir ce que sont les intelligences multiples. C'est passionnant. Et ça permet de mieux comprendre l'autre, vos enfants, la belle-mère, je dis souvent en rigolant. Mais du coup, et en fait, souvent on écoute des conversations, mais on n'est pas sur le même plan. Mais ça vous permettra à la fois de mieux comprendre les autres et aussi de vous permettre d'apprendre plus sereinement, parce que tout le monde a des capacités, mais on ne nous a pas forcément bien appris en Occident, moi je trouve. Donc on a remis ça au centre, et j'ai voulu recréer du lien avec nos seniors. Parce que quand on observe une famille, les enfants avec les seniors, c'est magnifique. Ils discutent, on apprend de nos seniors, les enfants dynamisent les anciens, et tout le monde vit de manière bien dynamique et apprend des uns des autres. Et j'ai voulu recréer cette grande famille ici, c'est vrai, avec au centre aussi notre centre de formation, comme tu l'as dit, qui permet à tous ces gens-là qui le souhaitent, on ne leur impose pas, de venir assister à de la formation, de l'information, de la culture, de l'apprentissage, etc. Et pour boucler la boucle, donc comme tu as compris, on s'est préoccupé de l'éducation, mais pas que de l'adulte cette fois, et des animaux, mais aussi des enfants et des seniors. Mais aussi, on s'est attaqué à la santé. Donc j'ai voulu recréer un lien avec plusieurs profils de thérapeutes, médecins, naturopathes, ostéopathes, énergéticiens, et que tout ce monde-là ne fasse plus qu'un pour le consultant, le patient. Euh, Parce que souvent, le patient, lui, ce qu'il veut, c'est juste aller bien. Et donc, on a réussi à faire collaborer ces mondes qui ne collaborent pas toujours facilement. Tu vois, entre un médecin et un énergéticien, ça s'oppose. Ben, on a réussi à les faire collaborer pour que la personne aille mieux. Et donc, dans notre institut 3i, les personnes viennent en séjour chez nous, soit très peu de temps pour déjà faire un bon diag, ou après peuvent rester à demeure quelques temps, une semaine, pour se remettre sur pied, pour devenir autonome. Nous, chez nous, c'est un mot qui ressort beaucoup, c'est qu'on veut que les gens repartent autonomes, voilà, et pas juste les faire revenir tout le temps chez nous, quoi. Voilà. Donc on a un beau lieu d'une dizaine d'hectares de forêt, de prairies, d'étangs, et le cadre permet aussi à cette détente de tout ce qu'on a pu dire, notamment aujourd'hui. L'environnement est important. Extraire la personne de son environnement pour mieux travailler avec elle, pour pas qu'elle ait toutes les problématiques de son environnement habituel. Donc, ça donne un plus au-delà d'être entouré. Ouais. Et je vais partager une petite vidéo du lieu. Comme ça, vous allez avoir une petite vision. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire à une formation longue avec moins 5% avec le code Gwen.
une formation en ligne avec moins 15% qui est offerte pour ma communauté. Et merci beaucoup, Kevin. C'était très intéressant. Au plaisir de te revoir sur la chaîne. Eh ben, avec plaisir, c'était un bel échange et puis merci pour tout ce que tu fais aussi, puisque tu n'arrêtes jamais et tu permets à beaucoup de personnes de partager des connaissances pour, la santé, le bien-être et bravo pour tout ce que tu fais. Oui, merci, c'est gentil. Et écoutez, les amis, on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et puis à tout bientôt. Sur le campus, il y a cette intention de réunir des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, des aînés. Moi, ça me touche et ça me rappelle un livre de quelqu'un qui s'appelle Christiane Singer. Merci pour votre soutien et rendez-vous pour plus d'informations sur notre site domainearc-en-ciel.fr.